un champ de bataille danois, l'année 986. Sweyn Forkbeard, 26 ans, lève son épée contre son propre père. Harald Bluetooth gît au sol, le sang coulant de ses blessures. Le vieux roi avait unifié le Danemark, imposé le christianisme, construit des forteresses massives. Mais il avait commis une erreur fatale, transformer ses sujets en esclaves pour bâtir ses monuments. Des milliers de Danois arrachés à leurs terres pour construire des remparts, des ponts, des forteresses circulaires. Le peuple haïssait Harald. Les nobles païens grondaient. Sweyn comprit qu'un roi détesté ne règne jamais longtemps. Il s'allia avec Palnatoke, chef légendaire des Jomsvikings, ces mercenaires d'élite qui vivaient selon un code martial implacable sur les côtes baltes. Ensemble, ils rassemblèrent une armée de guerriers prêts à renverser le tyran. La bataille fut rapide et sanglante. Harald tomba, blessé mortellement. Certains disent que Sweyn porta lui-même le coup fatal. D'autres affirment qu'il laissa ses hommes achever le travail. Le résultat reste le même. Harald s'enfuit vers Jomsborg où il mourut peu après. Sweyn était roi, mais le trône n'était pas sécurisé. Le roi suédois Éric le Victorieux profita du chaos pour envahir le Danemark. Sweyn dut peut-être s'exiler en Écosse pendant quelques années, chassé par ceux qui l'espéraient rallier. Les sources divergent sur cette période. Ce qui est certain, c'est qu'au milieu des années 990, Sweyn contrôlait fermement tout le Danemark. Ces années difficiles l'avaient transformé en leader impitoyable qui comprenait que le pouvoir se garde par la force et la ruse. Le jeune roi établit sa légitimité en réclamant descendre de Ragnar Lothbrok, le viking légendaire qui avait conquis l'Angleterre en 865. Les Knitlings, sa dynastie, se voyaient comme les héritiers naturels de l'empire viking. Sweyn organisa les funérailles traditionnelles de son père, buvant la coupe d'Arvebeer qui affirmait son droit dynastique malgré le patricide. Il promit publiquement de réaliser le vieux rêve des Knitlings, reconquérir l'Angleterre. Mais d'abord, il devait dominer toute la Scandinavie. Son père avait contrôlé la Norvège brièvement dans les années 970, puis l'avait perdu après sa défaite contre les Allemands en 974. Sweyn voulait récupérer ce territoire. Le moment vint à la fin des années 990. Olaf Tryggvason régnait sur la Norvège avec une brutalité qui terrifiait même les Vikings. Chrétien fanatique, il imposait le baptême en brûlant les temples païens et en torturant les récalcitrants. Il avait créé plus d'ennemis qu'il ne pouvait compter. Sweyn vit l'opportunité. Les sagas racontent une histoire fascinante. Olaf demanda en mariage Sigrid la Hautaine, une puissante reine-mère suédoise. Elle refusa de se convertir au christianisme. Olaf, furieux, la gifla publiquement. Sigrid répondit froidement « Ceci pourrait causer ta mort un jour ». Elle épousa ensuite Sweyn Forkbeard. Vraie ou inventée, cette histoire montre comment les vendettas personnels déclenchaient des guerres dynastiques. Sweyn forgea une alliance avec le roi Olof de Suède et le jarl Eirik Hakonarsson de Norvège. Ensemble, ils préparèrent un piège. Le jarl Sigvalde, un espion Jomsviking, infiltra la cour d'Olaf et gagna sa confiance. Il assura au roi norvégien qu'il n'avait rien à craindre de Sweyn, que les Danois n'oseraient jamais l'attaquer avec leurs forces seuls. Olaf le crut. Sigvald proposa même d'accompagner Olaf avec 11 navires Jomsvikings bien armés. Le roi accepta, pensant avoir un allié de plus. En septembre 999 ou 1000, la flotte d'Olaf navigua dans la mer Baltique, rentrant d'une expédition. Soudain, elle se retrouva encerclée. Danois, Suédois, Norvégiens rebelles, tous attaquèrent simultanément. Olaf comprit la trahison trop tard. Sa flotte fut anéantie. Plutôt que d'être capturé vivant, Olaf Tryggvason se jeta à la mer en armure complète. Il se noya, emportant ses secrets avec lui. Les vainqueurs se partagèrent la Norvège. Sweyn obtint le district de Viken. Le roi Olof de Suède prit 4 districts dans le Trondheim plus Møre, Romsdal et Ronrike. Le jarl Eirik Hakonarsson devint co-dirigeant de la Norvège. Sweyn contrôlait maintenant le Danemark et une partie de la Norvège. Son pouvoir s'étendait sur une grande partie de la Scandinavie. Il pouvait enfin tourner ses yeux vers sa vraie cible, l'Angleterre. Le 13 novembre 1002, le roi anglais Ethelred, le mal conseillé, commet l'impensable.
Terrifié par les raids vikings constants et convaincu que les Danois en Angleterre complotent son assassinat, il ordonne leur extermination totale. Le décret est clair. Tous les hommes danois sur le sol anglais doivent mourir ce jour-là, la Saint-Brice. Les villes frontières deviennent des abattoirs. À Oxford, 37 jeunes hommes sont massacrés, leurs corps jetés dans une fosse commune découverte en 2008 lors de fouilles au St. John's College. Les squelettes montrent des traces de violence extrêmes, beaucoup frappées par derrière. Des familles danoises installées depuis des générations sont traquées. Des marchands, des fermiers, des enfants, tous exterminés sans distinction. Certains cherchent refuge dans les églises. Les anglo-saxons mettent le feu aux bâtiments. Une charte royale d'Ethelred de 1004 mentionne l'église St. Frideswyde à Oxford, où les Danois tentèrent de se barricader. Les Anglais brûlèrent l'église avec ses occupants, détruisant également les ornements et les livres sacrés. Parmi les victimes se trouve Gunhild, que les chroniqueurs présentent comme la sœur de Sweyn Forkbeard. Les historiens modernes débattent de cette affiliation, mais ce qui compte, c'est ce que Sweyn croit. Gunhild était mariée à Palig Tokesen, un Danois qu'Ethelred avait nommé comte du Devon. Palig avait combattu pour le roi anglais, mené des raids pour lui. Cette loyauté ne le sauve pas. Lui, Gunhild et leurs enfants sont massacrés. La nouvelle atteint Sweyn au Danemark. Les sources rapportent qu'il jura sur la coupe du Bragging, ce rituel viking où un homme annonce publiquement ses intentions devant ses guerriers, qu'il vengerait chaque mort. Le massacre n'était peut-être pas sa seule motivation. L'Angleterre était riche, divisée, affaiblie. Mais la mort de Gunhild lui donna un prétexte parfait et une rage personnelle qui alimenterait 11 ans de campagne dévastatrice. En 1003, un an après le massacre, Sweyn débarque à Sandwich avec sa flotte. Il ravage le sud de l'Angleterre avec une violence calculée. Villes brûlées, monastères pillés, population terrorisée. Ce n'est pas encore une invasion totale, juste une démonstration de force. Ethelred répond comme toujours. Il paie. Des sommes colossales de Danegeld, cet argent de protection censé faire partir les Vikings. Le problème avec le Danegeld, c'est qu'il ne fonctionne jamais. Sweyn prend l'argent et revient l'année suivante pour en réclamer plus. Entre 1003 et 1005, ces raids sont si violents qu'une famine frappe l'Angleterre. Même Sweyn doit rentrer temporairement au Danemark en 1005 à cause du manque de ravitaillement. Mais il revient en 1006 avec une force encore plus grande. Les raids de 1006 à 1007 sont dévastateurs. Sweyn a perfectionné sa stratégie. Attaquer rapidement, piller efficacement, disparaître avant que les forces anglaises ne puissent se rassembler. Ethelred paie encore. Les coffres du royaume se vident. Les paysans abandonnent leurs fermes. La noblesse perd confiance. Le surnom d'Ethelred, le mal conseillé, devient de plus en plus approprié. Chaque décision aggrave la situation. En 1009, Thorkel le Haut mène une nouvelle invasion massive avec une armée viking. Les sources divergent sur le lien entre Thorkel et Sweyn. Certains historiens pensent que Sweyn soutenait ces raids, d'autres qu'il exploitait simplement le chaos créé par Thorkel. Ce qui est certain, c'est que Sweyn accumula des fortunes massives en Danegeld pendant cette période. L'argent afflue au Danemark, finançant la construction de navires, l'achat d'armes, le recrutement de guerriers. Les raids de Thorkel durent jusqu'en 1012. L'Angleterre saigne. Les chroniques parlent d'atrocités commises des deux côtés. Thorkel lui-même capture l'archevêque de Canterbury, Elfhéa, et le tue après qu'Elfhéa refuse de permettre le paiement d'une rançon. Les Vikings ivres le lapident avec des os de bœuf lors d'un festin. Même pour l'époque, c'est choquant. Puis, dans un retournement surprenant, Thorkel change de camp. Dégoûté par le meurtre de l'archevêque ou attiré par une meilleure offre d'Ethelred, Thorkel jure de défendre l'Angleterre. C'est un signe de plus du chaos total qui règne. Les mercenaires changent de camp. Les nobles trahissent leur roi. Personne ne sait plus qui combat pour qui. Sweyn observe tout depuis le Danemark. Il voit un royaume en lambeaux, un roi haï, une noblesse corrompue, une armée démoralisée. L'Angleterre est mûre. Le moment est venu de transformer les raids en conquête totale. Avant août 1003, Sweyn rassemble la plus grande flotte d'invasion que l'Angleterre ait jamais vue. Ce n'est pas une force de raid. C'est une armée professionnelle organisée pour une conquête permanente.
des centaines de dracars chargés de guerriers danois expérimentés, beaucoup ayant participé aux raids précédents. Ils connaissent le terrain, les villes, les fortifications. Cette armée a passé une décennie à apprendre les faiblesses de l'Angleterre. Sweyn emmène son fils cadet Knut, probablement dans sa vingtaine. Le jeune homme doit apprendre l'art de la conquête. L'autre fils de Sweyn, Harald, reste au Danemark comme co-dirigeant, assurant la stabilité pendant l'absence de son père. La stratégie de Sweyn est brillante. Il ne débarque pas dans le sud où Ethelred est fort. Il ne commence pas par Londres. Il arrive à Sandwich, sur la côte du Kent, puis remonte rapidement vers le nord. Sa flotte navigue sur l'estuaire de la Humber, puis remonte la rivière Trent jusqu'à Gainsborough, un port fluvial au cœur du Lincolnshire. Le choix de Gainsborough est génial. La ville se trouve en plein Danelaw, ces régions du nord et de l'est où vivent des milliers de descendants vikings. Ces gens n'ont pas oublié le massacre de la Saint-Brice. Quand Sweyn débarque, il ne voit pas un envahisseur. Il voit un libérateur, le frère de Gunhild venu les venger. Le comte Uchtred de Northumbrie se présente à Gainsborough et se prosterne devant Sweyn. Toute la Northumbrie suit. Le royaume de Lindsey tombe sans un coup d'épée. Les 5 bourgs, Derby, Leicester, Lincoln, Nottingham, Stamford, ouvrent leurs portes. Ces villes avaient été fondées par les Vikings au IXe siècle. Elles reviennent naturellement à un roi danois. Sweyn exige des otages de chaque comté. Il ne prend aucun risque. Ces nobles Anglais garantissent la loyauté de leur région. S'ils trahissent, leurs fils et frères mourront. C'est une tactique brutale, mais efficace. Quand Sweyn est certain que tout le nord lui appartient, il ordonne que ses troupes soient ravitaillées et équipées de chevaux. La chronique anglo-saxonne note ce détail crucial. L'armée viking devient une cavalerie mobile. Sweyn peut maintenant se déplacer rapidement à travers le pays sans dépendre des rivières et de sa flotte. Il laisse Knut à Gainsborough avec une partie substantielle des forces et tous les otages. Si quelque chose tourne mal au sud, Knut peut sécuriser le nord. Si les Anglais contre-attaquent, ils devront d'abord reprendre le Danelaw fortement défendu. C'est une position stratégique parfaite. Sweyn part vers le sud avec le gros de son armée. La chronique anglo-saxonne décrit sa progression. Il alla très rapidement vers l'est de l'Anglie, dans l'embouchure de la Humber, et ainsi vers le haut le long de la Trent jusqu'à Gainsborough. Le comte Uchtred et toute la Northumbrie se soumirent rapidement à lui, ainsi que tous les habitants du royaume de Lindsey, puis les gens des 5 bourgs. Il reçut des otages de chaque comté. Sweyn franchit la Watling Street, cette ancienne voie romaine qui divise l'Angleterre entre le Danelaw et les territoires anglo-saxons. Il atteint Oxford en quelques jours. Les portes s'ouvrent avant même que son armée ne s'approche des murs. Oxford se souvient. 11 ans plus tôt, les Danois de la ville furent brûlés vifs dans l'église St. Fridsweed. Leurs cris résonnent encore dans la mémoire collective. Maintenant, le frère de l'une des victimes se tient devant les murs avec 10 000 guerriers. Aucun habitant d'Oxford n'est assez fou pour résister. La ville envoie une délégation qui se prosterne devant Sweyn. Ils offrent des otages, de la nourriture, des provisions. Sweyn accepte sans entrer dans la ville. Il n'a pas besoin de piller Oxford. Il a besoin de sa soumission rapide pour que les autres villes voient qu'il récompense ceux qui se rendent. La nouvelle de la capitulation d'Oxford se répand comme un feu de forêt. Si Oxford, ville importante du Wessex central, s'est soumise sans combat, pourquoi les autres villes résisteraient-elles? La terreur psychologique commence à faire son travail. Sweyn marche vers Winchester, l'ancienne capitale du Wessex. C'est là qu'Alfred le Grand établit son royaume il y a plus d'1 siècle. C'est le symbole même du pouvoir anglo-saxon. Les défenses de Winchester sont formidables. Murs romains renforcés, garnison importante, position stratégique. Ethelred y garde une partie de son trésor, mais Winchester capitule également. Les nobles sortent de la ville et se prosternent. Encore des otages. Encore des provisions. Pas de combat. La chronique note simplement « De là, ils allèrent à Winchester et les gens firent de même ». Pourquoi cette soumission rapide? Les nobles font leurs calculs. Combattre signifie la mort certaine et la destruction de leur ville. Sweyn a démontré pendant 10 ans qu'il ne pardonne pas la résistance. Ces raids ont ravagé des dizaines de villes. Ceux qui résistent sont massacrés, leurs villes brûlées, leurs richesses pillées. Mais ceux qui se soumettent rapidement gardent leurs terres,
leur vie, peut-être même leur pouvoir sous le nouveau roi. Le choix est évident. Ville après ville fait le même calcul. En moins de 3 semaines depuis son débarquement, Sweyn contrôle tout de Gainsborough à Winchester. Il n'a livré aucune bataille majeure. Sa réputation seule suffit à briser la résistance. Londres est différente. Protégée par d'anciennes murailles romaines, la ville est une forteresse naturelle. La Tamise la défend au sud. Ses murs épais ont résisté à des siècles d'attaques. Et surtout, Ethelred s'y est réfugié avec sa famille, son trésor et ce qui reste de son autorité. Dans un retournement ironique, Londres est défendue par Thorkel le Haut. Ce chef viking qui a ravagé l'Angleterre pendant 3 ans, qui a tué l'archevêque de Canterbury, combat maintenant pour Ethelred. Les mercenaires vikings défendent la ville contre un roi viking. La situation aurait été comique si elle n'était pas tragique. Sweyn arrive devant Londres en octobre 1003. Il s'attend à la même capitulation rapide qu'ailleurs. Mais Londres résiste. La chronique anglo-saxonne note laconiquement « Puis il alla de là vers l'est jusqu'à Londres. Et là, il ne réussit pas. » Sweyn tente un siège traditionnel. Il entoure la ville, coupe les routes d'approvisionnement, envoie des raids dans les environs pour terroriser la population. Mais Londres tient bon. Thorkel et Ethelred ont organisé les défenses. Les murailles sont solides. La Tamise permet un ravitaillement par bateau. Le moral des défenseurs reste élevé. Mais Sweyn ne s'acharne pas. Il ne perd pas de temps et d'hommes à prendre une seule ville par la force. Au lieu de ça, il fait quelque chose de remarquable. Il abandonne le siège et se dirige vers le sud-ouest. C'est une décision stratégique brillante. Plutôt que de s'épuiser contre les murs de Londres, Sweyn va conquérir le reste du royaume. Il marche vers le Wessex, le cœur même du pouvoir anglo-saxon. Région après région tombe. Bath capitule. Exeter se rend. Gloucester ouvre ses portes. Tout le sud-ouest reconnaît Sweyn comme roi. Londres se retrouve isolée. La ville regarde autour d'elle et voit qu'elle est seule. Tout le royaume a accepté le Danois. Ethelred est piégé dans une forteresse, incapable de gouverner le reste du pays. Il a perdu le Danelaw au nord, les Midlands au centre, le Wessex à l'ouest. Il ne contrôle qu'une seule ville. La pression psychologique devient insoutenable. Les marchands londoniens calculent le coût de la résistance. Les nobles voient leurs terres aux mains de Sweyn. Les citoyens comprennent que tenir ne changera rien. Le royaume est perdu. Vers la fin de novembre ou début décembre 1003, Londres capitule. La ville envoie des otages à Sweyn. Thorkel, pragmatique comme toujours, accepte le fait accompli. Ethelred comprend que c'est fini. Il s'enfuit vers l'île de Wight avec ses fils, puis navigue vers la Normandie où sa femme Emma et le reste de ses enfants sont déjà réfugiés chez le duc Richard, neveu d'Emma. Le roi d'Angleterre est en exil. Sweyn Forkbeard contrôle tout le royaume. Le 25 décembre 1013, jour de Noël, Sweyn Forkbeard est proclamé roi de toute l'Angleterre. La cérémonie a probablement lieu à Gainsborough, sa base principale. Des nobles de tout le royaume viennent se prosterner et jurer fidélité. Certains le font volontiers, heureux de se débarrasser d'Ethelred. D'autres viennent par peur, sachant qu'un refus signifie la mort. Sweyn ne se fait jamais couronner formellement dans une église. Certaines provinces anglaises, particulièrement dans le sud profond, refusent de reconnaître sa légitimité. Il n'a aucun droit dynastique, seulement le droit de la conquête. Mais cela suffit. Il contrôle le territoire, collecte les impôts, rend la justice, nomme les comptes. Il est roi de fait. La conquête totale a pris 5 semaines de campagne active. De son débarquement avant août jusqu'à la reddition de Londres fin novembre, Sweyn a soumis tout un royaume en moins de 2 mois. Certains historiens disent 6 semaines, d'autres 5. Mais peu importe le décompte exact, c'est une prouesse militaire stupéfiante. Aucun conquérant avant lui n'avait réussi si rapidement. Comment a-t-il accompli cela? Plusieurs facteurs expliquent son succès. D'abord, le terrain était préparé. 10 ans de raids avaient démoralisé la population et vidé les coffres. Ethelred était haï par son propre peuple. La noblesse était divisée et corrompue. L'armée était inefficace. L'Angleterre était prête à tomber. Deuxièmement, Sweyn avait une stratégie claire. Il frappa d'abord le Danelaw où il était accueilli comme libérateur. Cela lui donna une base sécurisée et des renforts locaux. Puis il avança méthodiquement du nord au sud.
forçant chaque ville à faire le même calcul: résister et mourir, ou se soumettre et vivre. Troisièmement, il comprit que la vitesse était cruciale. Une conquête rapide ne donnait pas le temps à la résistance de s'organiser. Chaque ville qui tombait rendait la suivante plus susceptible de se rendre. C'était un effet domino soigneusement calculé. Quatrièmement, il utilisa la terreur psychologique magistralement. Sa réputation de brutalité précédait son armée. Les villes savaient ce qui arriverait si elles résistaient, mais elles savaient aussi qu'il récompensait la soumission rapide. Le choix était évident. Cinquièmement, il évita les sièges coûteux. Quand Londres résista, il ne s'acharna pas. Il alla conquérir le reste du pays, isolant Londres jusqu'à ce que la résistance devienne futile. C'était de la stratégie pure, pas de l'héroïsme martial. Sweyn établit sa cour à Gainsborough. Il commence à organiser son nouveau royaume. Des comtes anglo-saxons qui s'étaient soumis gardent leur position. Sweyn ne veut pas détruire l'administration existante, juste la contrôler. Il collecte les impôts avec l'efficacité brutale d'un conquérant qui sait que l'argent garantit la loyauté. Mais il ne savoure pas longtemps sa victoire. Début février 1014, Sweyn se rend à l'abbaye de Bury St Edmunds dans le Suffolk. Les moines refusent de payer le tribut qu'il exige. C'est une erreur fatale. Sweyn arrive avec ses guerriers pour forcer la soumission. L'abbaye est riche, un symbole du pouvoir de l'Église en Angleterre. Les moines prient Saint Edmund, le roi martyr tué par les Vikings au IXe siècle, de les protéger. Le 3 février 1004, Sweyn Forkbeard meurt soudainement. Les sources médicales parlent d'apoplexie, ce que nous appellerions aujourd'hui un AVC ou une attaque cérébrale. Une chronique mentionne qu'il tomba de cheval. Les moines de Bury St Edmunds racontent une histoire différente. Saint Edmund lui-même serait apparu à Sweyn et l'aurait transpercé avec sa lance, vengeant son abbaye. Quelle que soit la cause médicale, AVC, crise cardiaque, anévrisme, le résultat est le même. Le conquérant de l'Angleterre meurt après avoir régné 40 jours. 5 semaines pour conquérir un royaume, 40 jours pour le gouverner. C'est l'une des ironies les plus cruelles de l'histoire. Son corps est d'abord enterré en Angleterre, mais sera plus tard transporté à la cathédrale de Roskilde, au Danemark. Il repose maintenant dans la terre de ses ancêtres, le conquérant venu du Nord qui prit l'Angleterre et mourut avant d'en profiter. L'armée danoise à Gainsborough proclame immédiatement Knut roi. Le jeune homme prend le commandement des forces vikings, mais il n'a ni l'expérience ni l'autorité de son père. Il a peut-être 22 ans, 23 au maximum. Beaucoup de guerriers danois sont plus vieux et plus expérimentés que lui. Les nobles anglais voient une opportunité. Le Witan, le conseil des nobles, rappelle Ethelred de Normandie. Le message est clair. Ils préfèrent leur roi légitime, aussi incompétent soit-il, à un conquérant danois adolescent. Ethelred revient au printemps 1014 avec une flotte levée en Normandie. Knut se retrouve dans une position impossible. Le nord le soutient encore, mais le sud se soulève. Les villes qui s'étaient soumises à Sweyn ferment maintenant leurs portes aux Danois. Sans l'autorité écrasante de son père, la conquête s'effondre. Knut doit battre en retraite vers sa flotte. Mais avant de partir, il commet une atrocité que les chroniques n'oublieront jamais. Il emmène tous les otages que Sweyn avait collectés, des fils de nobles de chaque comté d'Angleterre. Sur la côte, il fait mutiler ces jeunes hommes. On leur coupe le nez, les oreilles, les mains. Puis Knut les abandonne sur la plage et navigue vers le Danemark. C'est un message brutal. Il reviendra et la vengeance sera terrible. Les nobles anglais qui ont trahi les Danois ont maintenant leurs fils mutilés. L'insulte et l'humiliation sont aussi importantes que la douleur physique. Knut apprend les leçons de cruauté que son père aurait approuvées. Ethelred reprend son trône, mais son autorité est brisée. Les nobles qui s'étaient soumis à Sweyn ne font plus confiance à leur roi. Certains avaient ouvertement soutenu l'invasion danoise. Ethelred commence une purge, confisquant les terres de ceux qu'il soupçonne de trahison. Cela crée encore plus de divisions et de rancœur. L'été 1014 apporte une autre tragédie. Ethelstan, le fils aîné d'Ethelred, meurt de maladie ou de blessures de guerre. C'était le prince héritier.
un guerrier compétent, respecté par les nobles. Sa mort laisse le royaume à Edmund, le deuxième fils, surnommé Ironside pour son courage au combat. Edmund est courageux, mais il hérite d'un désastre. Au Danemark, Knut ne perd pas une seconde. Il prépare méticuleusement sa revanche. Son frère Harald II règne maintenant sur le Danemark, ayant hérité du trône à la mort de Sweyn. Knut peut se concentrer entièrement sur l'Angleterre. Il forge des alliances à travers la Scandinavie. Le duc Bolesław le Brave de Pologne, un parent de la maison royale danoise, prête des troupes polonaises. Des guerriers suédois rejoignent, envoyés par le roi Olof Skotkonung, beau-frère de Sweyn. Le jarl Eirik Hakonarsson, qui co-gouverne la Norvège, participe personnellement à la campagne, laissant son fils Hakon diriger la Norvège en son absence. Même Thorkel le Haut, ce mercenaire qui avait défendu Londres contre Sweyn, change encore de camp. Il jure maintenant de servir Knut. Pour Thorkel, c'est une question de profit. Les Danois paient mieux qu'Ethelred, dont le trésor est vide après des années de Danegeld. En 1005, Knut débarque à Sandwich avec une armée massive. Cette fois, il ne sera pas chassé. La campagne est longue et sanglante, très différente de la conquête rapide de son père. Knut doit combattre pour chaque ville, chaque comté. Ethelred tombe malade. Le roi qui a régné 38 ans, qui a vu l'Angleterre ravagée par les Vikings encore et encore, qui a perdu son royaume à Sweyn et l'a repris, meurt en avril 1006. Il avait environ 48 ans. Son règne fut un désastre, mais il était au moins légitime. Maintenant, c'est Edmund Ironside qui doit faire face aux Danois. Edmund se bat courageusement. Il livre bataille après bataille contre Knut. À Penselwood dans le Somerset, à Sherstone dans le Wiltshire, Edmund remporte des victoires. Mais il est trahi de l'intérieur. Eadric Streona, comte de Mercie et gendre d'Ethelred, est l'un des nobles les plus puissants d'Angleterre. Mais c'est aussi un opportuniste sans scrupules. Pendant la bataille d'Assandu en Essex en octobre 1016, au moment critique, Eadric change de camp. Il retire ses troupes du combat et rejoint les Danois. L'armée anglaise, soudainement flanquée par ses propres hommes, est anéantie. Edmund survit, mais est blessé. Il négocie une paix avec Knut, divisant l'Angleterre. Edmund garde le Wessex au sud, Knut prend tout le reste. Mais Edmund meurt le 30 novembre 1016, juste quelques semaines après la bataille. Les circonstances sont mystérieuses. Certaines sources disent qu'il mourut de ses blessures. D'autres murmurent qu'il fut assassiné, peut-être sur ordre d'Eadric qui voulait s'assurer les bonnes grâces de Knut. Avec la mort d'Edmund, la résistance s'effondre. Knut devient roi de toute l'Angleterre. Il réalise le rêve de son père. La dynastie fondée par Sweyn Forkbeard contrôle maintenant le royaume que Sweyn avait conquis en 5 semaines. Knut gouverne l'Angleterre avec une sagesse surprenante pour un conquérant viking. Il épouse Emma de Normandie, la veuve d'Ethelred, légitimant ainsi sa position. Il respecte les lois anglaises, maintient l'administration anglo-saxonne, protège l'Église. Il devient un roi chrétien pieux, construisant des églises, faisant des pèlerinages à Rome. En 1098, son frère Harald II meurt au Danemark. Knut hérite de la couronne danoise. En 1028, il conquiert la Norvège. Il contrôle aussi des parties de la Suède. L'empire de la mer du Nord que Sweyn avait commencé à construire atteint son apogée sous Knut. Un empire viking uni règne sur une grande partie de l'Europe du Nord. Knut divise l'Angleterre en 4 grands comtés: Wessex, Mercie, Est-Anglie, Northumbrie. Il place des hommes loyaux à leur tête. Eadric Streona, le traître qu'il avait aidé à gagner, est exécuté en 1007. Knut ne fait pas confiance aux traîtres, même ceux qui l'ont aidé. Il nomme son beau-frère Godwin comte de Wessex. Les Godwin deviendront l'une des familles les plus puissantes d'Angleterre. Le règne de Knut dure 20 ans. C'est une période de paix relative. Les raids vikings cessent, le commerce prospère, les lois sont appliquées. Knut est si respecté qu'une légende célèbre raconte comment il plaça son trône sur la plage et ordonna aux vagues de reculer, prouvant à ses courtisans flagorneurs que même un grand roi ne peut commander la nature. L'histoire est probablement apocryphe, mais elle montre le respect qu'il inspirait. Knut meurt en 1035, âgé d'environ 40 ans.
Son fils Harold Harefoot hérite de l'Angleterre, puis son autre fils Harthacnut règne sur l'Angleterre et le Danemark. Mais aucun n'a le talent de leur père. Harold meurt en 1040, Harthacnut en 1042. Avec la mort de Harthacnut, l'Empire s'effondre. Le 8 ans anglais rappelle Édouard, fils d'Ethelred et Emma, qui vivaient en exil en Normandie depuis l'enfance. Édouard le Confesseur devient roi en 1042, restaurant la maison de Wessex. L'Empire danois est terminé. Il avait duré 26 ans depuis la conquête de Knut en 1006, 40 ans si on compte depuis la mort de Sweyn en 1004. Sweyn Forkbeard régna 5 semaines en Angleterre, mais son impact fut immense. Il prouva qu'un royaume entier pouvait tomber rapidement devant un ennemi déterminé avec la bonne stratégie. Cette leçon ne fut pas perdue. En 1066, Guillaume de Normandie suivit un modèle similaire. Débarquement sur la côte, bataille décisive à Hastings, puis progression rapide pour forcer la soumission. Guillaume comprit ce que Sweyn avait démontré. La vitesse et la terreur psychologique sont plus efficaces que les sièges prolongés. Guillaume réussit là où même Sweyn n'avait pas complètement réussi. Il établit une dynastie qui dure encore aujourd'hui. La fille de Sweyn, Estrid Svensdatter, devint l'une des femmes les plus puissantes de Scandinavie. Elle épousa le prince Ulf Jarl et leur fils Sweyn II devint roi du Danemark en 1087. Tous les rois du Danemark après lui descendent d'Estrid. La famille royale danoise moderne descend directement de Sweyn Forkbeard. Chaque monarque depuis 1000 ans porte le sang du viking qui conquit l'Angleterre en 5 semaines. Son petit-fils, Sweyn II, régna sur le Danemark pendant 28 ans et eut au moins 20 enfants. Ses descendants se répandirent à travers la Scandinavie. Quand on regarde les arbres généalogiques royaux de Scandinavie, on trouve Sweyn Forkbeard encore et encore. Il est l'ancêtre commun de presque toute la noblesse nordique moderne. Les historiens débattent encore de sa personnalité. Adam de Brême, chroniqueur chrétien du XIe siècle, le dépeint comme un païen persécutant les chrétiens. Mais c'est probablement de la propagande. Sweyn avait été baptisé enfant. Il construisit des églises au Danemark, notamment la cathédrale de Lund et celle de Roskilde où il fut enterré. Sa rébellion contre Harald Bluetooth était autant politique que religieuse. Les nobles danois détestaient les impôts et le travail forcé, pas nécessairement le christianisme. Saxo Grammaticus, historien danois du XIIe siècle, présente une image très différente. Selon Saxo, Sweyn était adoré par son peuple. Les Danois avaient haï Harald, mais aimaient Sweyn. Les femmes en particulier le soutenaient. Saxo raconte que 3 fois, les femmes danoises collectèrent leurs bijoux d'or et d'argent pour payer la rançon de Sweyn quand il fut capturé par des ennemis. En retour, Sweyn donna aux femmes le droit légal d'hériter, un droit qu'elles n'avaient pas eu auparavant. L'encomium Emmae, écrit pour glorifier Knut et sa mère Emma, note que les guerriers de Sweyn étaient prêts à mourir pour lui. Aucun homme ne reculait devant le danger par peur de la mort, mais combattait sans crainte par loyauté. C'est le plus grand compliment qu'on puisse faire à un chef viking. Le surnom Forkbeard ou barbe fourchue devint célèbre. À la fin de la période viking, arranger sa barbe en fourche devint une mode parmi les nobles scandinaves. Même Édouard le Confesseur, le roi anglo-saxon qui reprit le trône en 1082, portait une barbe fourchue sur la tapisserie de Bayeux. C'était la marque d'un guerrier, d'un chef, d'un homme de pouvoir. Sweyn l'avait rendu emblématique. Aujourd'hui, un pub à Gainsborough porte son nom. Les touristes visitent les sites de sa campagne. Les historiens analysent sa stratégie militaire. Les étudiants apprennent comment il conquit l'Angleterre plus vite que n'importe quel autre envahisseur avant ou après lui. Que nous apprend la conquête de Sweyn? Plusieurs leçons émergent de cette campagne remarquable. Premièrement, la préparation est cruciale. Sweyn n'attaqua pas impulsivement. Il passa 10 ans à affaiblir l'Angleterre par des raids, à accumuler des richesses, à étudier les défenses du royaume. Quand il débarqua en 1003, il connaissait chaque ville, chaque noble, chaque faiblesse. Une conquête qui semble rapide est souvent le résultat d'années de préparation. Deuxièmement, choisir le bon moment est essentiel. Sweyn attendit que l'Angleterre soit au plus bas. Ethelred était haï, la noblesse divisée,
l'armée démoralisée, le trésor vide. Si Sweyn avait attaqué en 1000, quand l'Angleterre était plus forte, il aurait probablement échoué. Le timing transforme une invasion risquée en conquête assurée. Troisièmement, la stratégie compte plus que la force brute. Sweyn ne gagna pas par des batailles massives. Il gagna en forçant la soumission ville par ville, en utilisant la terreur psychologique, en faisant des calculs rationnels irrésistibles pour ses ennemis. Chaque noble anglais devait choisir, résister et mourir, ou se soumettre et vivre. Quand le choix est si clair, la plupart choisissent la vie. Quatrièmement, la vitesse est une arme. Une conquête rapide ne donne pas le temps à la résistance de s'organiser. Chaque ville qui tombe rend la suivante plus susceptible de se rendre. C'est un effet domino que Sweyn exploita magistralement. Les conquêtes lentes permettent à l'ennemi de se regrouper. Les conquêtes rapides créent une vague de panique qui fait le travail à votre place. Cinquièmement, éviter les batailles coûteuses est souvent plus intelligent que de les gagner. Quand Londres résista, Sweyn n'insista pas. Il conquit le reste du pays, isolant Londres jusqu'à ce que la résistance devienne futile. C'est de la stratégie pure, pas de l'héroïsme martial. Les grands généraux savent quand ne pas combattre. Sixièmement, la légitimité peut être créée par le succès. Sweyn n'avait aucun droit dynastique au trône anglais. Mais une fois qu'il contrôla tout le royaume, cela n'importa plus. Les nobles se prosternèrent parce qu'il avait gagné. La légitimité suit souvent le pouvoir plutôt que de le précéder. Septièmement, même les plus grandes victoires peuvent être éphémères. Sweyn conquit l'Angleterre en 5 semaines et mourut après 40 jours. Son empire personnel dura moins de 2 mois. Mais son fils acheva ce qu'il avait commencé, prouvant que même une victoire de courte durée peut avoir un impact durable si elle pose les bonnes fondations. Sweyn Forkbeard n'était pas un héros. C'était un patricide qui avait tué son père pour le pouvoir. C'était un conquérant brutal qui terrorisa l'Angleterre pendant une décennie. Ses raids tuèrent des milliers de civils innocents. Il brûla des villes, pilla des monastères, réduisit des populations en esclavage. Mais il fut aussi un stratège brillant, un leader qui inspirait une loyauté féroce, un roi qui comprit que gouverner nécessite plus que la force brute. Il donna aux femmes danoises le droit d'hériter. Il construisit des églises. Il créa des alliances qui transformèrent la Scandinavie. Il posa les fondations d'un empire qui dura une génération. Sa conquête de l'Angleterre reste l'une des campagnes militaires les plus remarquables de l'histoire médiévale. 5 semaines pour soumettre un royaume entier. Aucune bataille majeure décisive. Juste une progression méthodique, implacable, qui brisait le moral de l'ennemi ville après ville. Quand Londres capitula, ce n'était pas à cause d'un assaut militaire, mais parce que la résistance n'avait plus de sens mathématique. Cette approche, éviter les batailles coûteuses, forcer la soumission par l'intimidation et l'isolement stratégique, utiliser la vitesse comme arme psychologique, devint un modèle étudié par les conquérants futurs. De Guillaume le Conquérant aux campagnes mongoles en Asie, les tactiques de Sweyn furent copiées et adaptées à travers les siècles. L'ironie de sa mort, juste au moment où il avait tout gagné, illustre la fragilité du pouvoir à l'époque viking. Un instant tu règnes sur un empire, l'instant suivant tu es mort et ton royaume se déchire. Mais la mort de Sweyn ne fut pas la fin de son rêve. Son fils Knut acheva ce que son père avait commencé, gouvernant l'Angleterre pendant 20 ans avec une sagesse qui transforma le conquérant brutal en roi respecté. L'empire de la mer du Nord que Sweyn commença et que Knut perfectionna changea l'Europe du Nord pour toujours. La langue anglaise absorba des centaines de mots nordiques qui survivent jusqu'à aujourd'hui. Les lois anglaises furent influencées par les traditions scandinaves. La culture fut transformée par des décennies de contacts directs. Quand l'Empire s'effondra en 1042, l'Angleterre n'était plus la même nation qu'en 1013. Et tout avait commencé avec un viking à la barbe fourchue qui débarqua en août 1003 et conquit un royaume en 5 semaines. 1000 ans plus tard, nous racontons encore son histoire. Les écoliers danois apprennent comment leur ancêtre prit l'Angleterre. Les historiens militaires étudient sa stratégie. Les généalogistes tracent les lignes de sang qui descendent de lui jusqu'aux familles royales modernes. Sweyn Forkbeard régna 40 jours, mais son héritage dura 1000 ans.
C'est plus que la plupart des rois qui gouvernèrent des décennies. Parfois, l'impact d'une vie ne se mesure pas en années de règne, mais en comment cette vie changea le cours de l'histoire. Et sur ce critère, peu de Vikings égalèrent Sweyn. Son nom survit dans les chroniques anglo-saxonnes, dans les sagas nordiques, dans les histoires danoises. Il apparaît dans les arbres généalogiques de presque toute la noblesse scandinave. Il est mentionné dans les cours d'histoire à travers l'Europe. Son pub à Gainsborough sert encore des clients qui boivent à la mémoire du conquérant. La cathédrale de Roskilde, où reposent ses os, est visitée par des milliers de touristes chaque année. Ils viennent voir le tombeau du Viking qui conquit l'Angleterre. Les guides racontent son histoire. Le fils qui tua son père, le frère qui vengea sa sœur, le roi qui prit un royaume en 5 semaines et mourut avant d'en profiter. C'est une histoire shakespearienne de tragédie et de triomphe, de violence et de stratégie, d'ambition démesurée et de fin soudaine. C'est l'histoire d'un homme qui voulait venger sa famille et finit par conquérir un empire. C'est l'histoire de comment une campagne militaire brillamment exécutée peut changer le destin de nations entières. Et c'est l'histoire qui prouve qu'en 1003, pendant 5 semaines remarquables, un Viking nommé Sweyn Forkbeard accomplit ce que personne avant ou après lui ne réussit. La conquête totale de l'Angleterre à une vitesse qui reste inégalée, même par les standards modernes. Pour cette raison seule, son nom mérite d'être rappelé, son histoire d'être racontée, et sa stratégie d'être étudiée aussi longtemps que les gens s'intéressent à l'art de la guerre et au pouvoir de la détermination humaine.